L'alimentation, c'est vraiment un territoire sensible, hem, sur le plan de l'identité. Si un parti a envie de discuter, mais l'autre est un mur ou l'autre a envie d'attaquer, ça va être très compliqué. Quand on essaye de convaincre, on a montré que finalement c'était complètement contre-productif. La personne va se braquer et elle va défendre encore plus ses positions. Les individus, elles peuvent avoir 2 croyances ou 2 attitudes complètement opposées. Par exemple, j'aime les animaux, j'ai des animaux et j'ai aucune envie de leur faire du mal. Et puis à côté, je mange du bœuf. L'animal, il sent rien, il est moins sensible, ou il n'a pas de conscience, ou il ressent pas la peur. Ça, c'est dévaloriser, par exemple, un être vivant. Il y a quelques années, on pensait que les bébés ne souffraient pas. Donc, on les opérait sans anesthésie, pensant que les bébés n'avaient aucune sensibilité. Si en Suisse, on ne mange pas de chien ou de grenouille, en revanche, en Chine ou au Vietnam, on va manger du crapaud. Ici, on est d'accord que ça ne fait pas partie de nos normes. Si je sais que je vais au restaurant et que je prends toujours un steak, eh ben, je prendrai toujours un steak. Qu'est-ce que ça va me coûter en plaisir? Où est le risque? C'est est-ce que je vais perdre du plaisir si je décide de prendre le steak de soja, par exemple? Aujourd'hui, on va pas parler de quoi manger ou ne pas manger. On va plutôt parler de nos relations à la nourriture, de nos habitudes et de pourquoi ce sujet touche autant nos émotions et nos relations avec les autres. On va aussi parler du véganisme, comment en parler sans être jugé, sans juger les autres et comment créer quelque chose plus douce, plus ouvert autour de ces choix. C'est pour ça que je suis aujourd'hui avec Nathalie, psychologue spécialisée dans les troubles de comportement alimentaire et la relation à la nourriture, qui va nous aider à mieux comprendre ce qui se joue derrière nos assiettes. Pourquoi, à ton avis, la nourriture touche autant les gens? Mmh. La nourriture, c'est pas seulement quelque chose de biologique, hein, on se nourrit pour vivre, mais c'est aussi quelque chose qui est très culturel. L'alimentation, c'est vraiment un vecteur de transmission, de valeurs, de culture, parce que, on apprend étant jeune tout un contexte social dans lequel on va, apprendre par exemple les gestes à table, les choix des aliments, à quelle heure on mange, comment on mange. Tout ça, ça va raconter une histoire, ça va raconter, un territoire, ça va raconter une symbolique. Donc c'est forcément quelque chose de très culturel et très collectif. Et ce collectif aussi, il se reflète beaucoup dans notre, dans nos choix. Les choix alimentaires qu'on fait, eh bien, ils vont déterminer notre appartenance à un groupe. Ça peut être un groupe social, un groupe culturel, un groupe, religieux. Tout ça, je vais m'intégrer dans ce groupe social et forcément, ça va construire mon identité. Cette identité, l'enfant, il va vraiment l'intérioriser quand il grandit et qu'il mange, parce que c'est quelque chose qui va me rappeler aussi que, je mange, donc je suis. Mhm. C'est ça qui est important dans cet aspect de la nourriture. Ok. Pourquoi quand on mange semble plus intime que ce que l'on pense ou quoi? C'est une très belle question parce que ça fait référence à ce qu'on un petit peu à ce qu'on vient de dire. Il y a une espèce de mémoire émotionnelle dans le fait de manger. Quand on mange, c'est souvent associé aux repas d'enfance, aux repas de famille, aux fêtes. C'est quelque chose avec quoi on grandit. Donc ça, forcément, ça va activer des circuits neuronaux, émotionnels très profonds. Quand on mange, il va y avoir notamment, le circuit dopaminergique. Ça, c'est le circuit de la récompense et du plaisir. Mais il peut y avoir aussi d'autres circuits. Tu as le circuit, par exemple, tu as l'amygdale qui peut être activée et là, c'est quelqu'un qui va se mettre à manger quand il est stressé. L'amygdale va dire: «Il y a un danger, je suis stressé, hop, je vais aller manger». Il peut y avoir aussi, d'autres aspects, hein, dans le cerveau qui sont par exemple, l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une structure qui est très, très, très importante dans l'association entre, le souvenir et le moment affectif. Donc si je prends plaisir à manger, je vais ancrer ça, je vais l'encoder comme étant une source de réconfort et de plaisir. Donc c'est extrêmement intime parce que ça vient faire référence à quelque chose de neurobiologique fondamentalement et puis ça vient chercher, des activations qui vont se mettre en route quand je vais chaque fois que je vais manger, en fait. Mhm. Mais quand on mange, alors, est-ce que manger, c'est un acte, tu crois, individuel, c'est mon affaire ce qu'on mange ou quand même c'est un geste qui engage aussi les autres?
Ça, c'est une très bonne question aussi parce que c'est à la fois, sur le plan strictement biologique, on voit que c'est quelque chose qui est personnel, hein. C'est, mon corps, ma digestion, ma faim. J'en fais ce que je veux et pourtant, il y a quelque chose aussi de cette dimension qui est vraiment imprégnée du social. Ça veut dire que c'est très normé. On est d'accord que dans la société, Heu, on a une certaine manière de fonctionner. Il y a des normes avec une pression sociale et si on dit pression sociale, il y a des attentes par rapport à certaines, hem, comment dire? Une certaine manière de faire. Quand tu vas au restaurant, généralement, tu commandes une entrée, un plat, un dessert. Tu vas pas commander le dessert et puis après une bouteille de vin et ensuite une entrée. Il y a une logique. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend, hem et qui viennent aussi s'imbriquer dans des normes morales. Ces normes morales, de la même manière, on les a acquises un petit peu dans l'enfance. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien de manger comme ça, c'est moins bien. Ça, c'est bien à manger, ça, c'est interdit de manger. Donc, à la fois, c'est une conduite qui est purement physiologique et individuelle, et en même temps, elle est à la croisée de quelque chose qui est psychiquement façonné par le social. Mmh. Et ce social, il ne faut pas oublier aussi que on vit pas comme des individus, seuls dans un espace vide. La science, elle montre que chacun de nos choix alimentaires, ils ont une répercussion sur le collectif, notamment, sur des systèmes. Ces systèmes, ils peuvent être, d'ordre écologique. On va avoir un impact sur les ressources, sur la durabilité, mais aussi on va avoir un impact sur, la souffrance animale, par exemple. Tout ça, ce sont des gestes qui ont un impact planétaire ou éthique qui sont forcément liés à nos choix alimentaires. Donc voilà, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que le fait de manger, c'est surtout un acte biopsychosocial parce qu'il implique le biologique, le psychologique, les choix que je fais et puis le social parce que tous nos actes ont une répercussion sur ce qui se passe autour de nous, sur moi, sur l'autre, sur le monde, sur la société. Pourquoi parler de nourriture peut-il, provoquer aussi des réactions aussi vives ou parfois conflictuelles? Mmh. L'alimentation, c'est vraiment un territoire, sensible, hem sur le plan de l'identité et l'alimentation, elle est très proche du corps et le corps, c'est une zone de sensibilité qui est très, très, très sensible. C'est quelque chose qui m'appartient, c'est quelque chose à quoi je tiens. C'est aussi ancré avec des croyances qui sont très profondes. Ce qui est bien pour moi, je sais mieux que ce que tu pourrais me dire de ce qui est bien sur soi. Donc ça vient regrouper à la fois la psychologie du moi, c'est toutes les idées et les croyances que j'ai sur moi, mais aussi les idées que j'ai sur mon groupe d'appartenance. Donc on est déjà à 2 niveaux sur qu'est-ce qui est OK pour moi, qu'est-ce qui est OK pour mon groupe. Là, ça vient aussi chercher, quelque chose qui est très important chez l'humain et qui me motive beaucoup, ce sont ses valeurs. Quand je parle de valeurs, je parle par exemple de ne pas faire de mal. Ça peut être une valeur qui est très importante pour quelqu'un, un peu moins pour l'autre. Je peux parler de valeurs comme la pureté. Je décide de manger bio ou, éthique ou local. Ça, ce sont des valeurs. Il y a des gens qui diront: «Mais ça n'a aucune importance pour moi». Je peux parler de respect des traditions. Si pour moi, reproduire la recette de ma mère et de ma grand-mère, c'est quelque chose qui est très important pour moi, mais pas pour un autre, on est d'accord que 2 personnes qui vont discuter sur 2 bases morales complètement différentes, eh bien, ça va susciter un conflit. Ça va être très compliqué pour elles de se rejoindre parce qu'elles vont toutes les 2 tirer la couverture à eux et elles ne vont pas se comprendre. Pourquoi certaines personnes se sentent attaquées ou deviennent moqueuses face à des choix alimentaires différents, comme le véganisme, par exemple? Mmh. Là, on peut un peu peut-être, s'appuyer sur la théorie de l'identité sociale de Tachfel et Turner. C'est une théorie qui est très, très, parlante là-dessus parce que finalement, elle dit qu'on définit notre identité par rapport à notre groupe social. Donc ça peut être la famille, la classe sociale, ça peut être une équipe, une nation. On voit comment les gens qui font du football s'associent, ils ont une appartenance à ce groupe et en fait, cette théorie, elle dit que on va faire des catégories. Il y a les catégories de nous, moi et mon groupe, et la catégorie des eux. Eux là-bas qui ne font pas partie de mon groupe. Cette simple catégorisation, ce qu'elle va faire, c'est que ça a été montré dans les études que je vais favoriser mon groupe, on appelle ça l'endogroupe, je favorise tout ce qui a trait à mon groupe. Mon groupe, c'est le meilleur, mon groupe, c'est celui qui fait les meilleurs choix et puis je vais discriminer l'autre groupe. Eux, ils ont tort.
Eux, ils se trompent. Eux, ils sont méchants. Eux, ils sont nuls. Ça, ça revient à dire que quand je critique un aliment, je critique ce que tu manges, je critique ton groupe. Donc ça va susciter des émotions extrêmement fortes, vu que ça vient toucher à l'identité de soi. Moi, je suis critiquée, moi et mon groupe, on est critiqués. Donc là, ça active des choses énormes dans ces processus de relation. Ça va activer beaucoup d'émotions primaires. Ça va être de la colère, ça va être de la culpabilité, ça peut être de la fierté. Hein. Donc, je suis fière de manger de la viande ou de ne pas en manger, ça peut être quelque chose comme ça. Mais ça va activer aussi beaucoup de ce qu'on appelle des schémas de jugement. Ce sont des choses automatiques. Je me surprends à penser: «Toi, tu as tort. Toi, tu es nul. Hem, toi, tu es nul. Je ne comprends pas pourquoi il fonctionne comme ça, c'est inacceptable». Ce sont des pensées automatiques qui vont venir appuyer le fait que certaines choses sont bonnes, certaines choses sont moins bonnes. Mais ce c'est pas des vérités absolues, ce sont des croyances et quand je dis croyances, je fais référence à des convictions. Ce sont des convictions profondes. Donc ça, généralement, ça va susciter beaucoup de réactions identitaires. Quand on se sent menacé, quand le moi se sent menacé, eh bien, il va se mettre à se soit il va se refermer, mais en général, il va plutôt aller dans l'agressivité. D'où la raison pour laquelle certaines personnes deviennent agressives quand ça ne correspond pas à leurs valeurs. Oui, mais quand, par exemple, je mange avec quelqu'un qui mange pas la même nourriture que moi, je mange pas la viande, je mange pas le produit de je mange que le végétal et j'impose rien, je critique pas, mais je me sens, en tout cas, attaquée. Alors, comment réagir dans cette situation pour de ne pas créer quand même les conflits et de ne s mmh, sans se refermer ou mettre en colère? Quand je constate que l'autre est un petit peu agressif vis-à-vis de moi alors que finalement j'ai rien fait, ou j'ai l'impression que j'ai rien fait, c'est déjà ne pas réagir tout de suite. Prendre un petit peu de distance, qu'on appelle un petit peu de position méta. Je me mets en dehors et j'observe ce que je suis en train de penser. Là, je peux me demander c'est quoi les émotions par lesquelles je suis en train de passer? Qu'est-ce qui me touche là? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens en colère? Est-ce que je me sens agressée? Et ce fait de me sentir agressée, ça me rend comment? Quand j'ai conscience de ces émotions, eh bien, j'augmente ma conscience de moi et en augmentant cette conscience de moi, eh bien, ça va faire baisser un petit peu le ton émotionnel. Surtout si ça commence à bouillir un petit peu et puis il se passe des choses, c'est pas très agréable. Ça permet forcément de réduire la réactivité parce que tu as 2 choix quand tu te sens attaqué. Ou tu te tais et tu ne dis rien et tu peux laisser passer en comprenant ce qui se passe à l'intérieur de toi ou tu attaques. C'est un choix. Donc en fait, la question à se poser, c'est quand je me sens comme ça attaquée, qu'est-ce qui est menacé chez moi? C'est quoi qui est menacé chez moi? Et se poser toutes ces questions, ça permet de faire ce décentrage cognitif et puis de ne pas réagir tout de suite dans quelque chose qui pourrait aller dans un engrenage qu'on n'a pas forcément voulu. Mmh. Bon, c'est pas toujours, Mmh. si simple. C'est pas simple, hein, c'est un exercice, c'est franchement pas simple, ouais. Mmh. Hem, Est-il possible de créer un espace, alors de dialogue autour des alimentations, mais sans jugement ni polarisation, dire: «Nous véganes, nous carnivores». Comment on peut faire? Comment on peut créer cet espace? C'est difficile, hein, c'est possible, mais c'est difficile parce que, comme on l'a vu, l'alimentation, elle va générer énormément de choses, des émotions, des schémas de jugement et cetera. Donc c'est déjà avoir conscience que ça génère ce genre de réactivation chez les gens. Ensuite, pour qu'il y ait un dialogue, il faut déjà comprendre ce qui se passe avant d'agir. Donc pour comprendre, il faut observer, il faut prendre de la distance. Pour prendre de la distance, il faut avoir aussi cette capacité un petit peu de distanciation en se disant: «OK, je ne vais pas m'enflammer tout de suite. Qu'est-ce qui est en train de se passer chez moi et qu'est-ce qui est en train de se passer chez l'autre?» Malheureusement, il faut que les 2 parties aient envie de discuter. Si un parti a envie de discuter, mais l'autre est un mur ou l'autre a envie d'attaquer, ça va être très compliqué. Ça peut être possible, mais ça va être très compliqué. Alors ce qu'on peut faire, c'est déjà encourager le récit des personnes plutôt que des injonctions ou les prescriptions du type: «Non, tu as tort, moi je vais essayer de te convaincre». Donc le but, c'est surtout pas d'essayer de convaincre et se dire: «J'ai raison». Ça, on met de côté, si on veut un dialogue apaisé. C'est surtout comprendre qu'est-ce qui est important pour l'autre.
Et pour comprendre ce qui est important pour l'autre, il faut déjà pouvoir l'écouter. Il faut pouvoir valider ses émotions, valider ses motivations. Et ça va vraiment beaucoup diminuer la menace identitaire chez la personne. Quand je dis à quelqu'un, «Je voudrais mieux comprendre ton point de vue, j'essaye pas de te changer», déjà, on descend un petit peu. On n'est pas dans le: «Tu as tort, moi j'ai raison parce que». Quand on essaye de convaincre, on a montré que finalement, c'était complètement contre-productif. La personne va se braquer et elle va défendre encore plus ses positions. Donc le pire truc à faire, c'est d'essayer de convaincre. Et en revanche, avoir un dialogue, c'est possible, mais il faut éviter les absolus. Vous les véganes ou vous les carnivores, vous faites toujours, vous êtes toujours comme ça ou vous faites jamais ceci. Ça, faut proscrire. Et puis, essayer de valider un petit peu les émotions de l'autre. Je vois bien que c'est un sujet qui est important pour toi. Je comprends que dans ta famille, vous ayez toujours mangé de la viande. Je comprends que pour toi, sauver les animaux, ben, ça passe par, ne plus manger de produits carnés. C'est valider aussi le vécu de l'autre. Ça, c'est pas de la démagogie, c'est de l'écoute et c'est être empathique avec un autre humain pour qui quelque chose qui est aussi fondamental que l'alimentation, eh bien, a besoin d'exprimer certaines choses, qui parfois sont faites un peu de manière maladroite. Mmh. C'est un tout petit peu comme la politique aussi, hein, d'être, Exactement. On choisit d'attaquer ou d'être plus diplomate, oui. ouais. Comment comprendre que beaucoup de gens disent aimer les animaux, Mmh. tout en continuant à en manger? Hem Il y a, un concept qui s'appelle la dissonance cognitive, qui a été créé par un psychologue qui s'appelle Festinger en 1957. C'est un concept qui explique que, les individus, elles peuvent avoir 2 croyances ou 2 attitudes complètement opposées. Par exemple, j'aime les animaux, j'ai des animaux et j'ai aucune envie de leur faire du mal et puis à côté, je mange, du bœuf. Ça, ce sont 2 croyances qui sont en opposition et qui vont créer une forme de malaise psychologique chez la personne. Je parle là de véganisme, mais ça s'applique à beaucoup d'autres choses. Ça crée un malaise psychologique et la personne va essayer de réduire au maximum cette tension. Pour réduire cette tension, il va employer des stratégies, comme par exemple la rationalisation mentale. Il peut se dire: «Oui, mais l'homme a mangé de la viande, depuis des décennies, depuis des millénaires». Ça, c'est une rationalisation mentale. Il peut aussi mettre à distance ou être un petit peu dans le déni en disant, comment on peut mettre à distance? On peut mettre à distance avec le langage. Je vais dire: «Je mange un steak», mais je ne vais pas dire: «Je mange une vache». Donner ce nom de steak, ça met de la distance par rapport à l'animal. Mmh. On peut aussi dévaloriser l'animal et dévaloriser, ça peut être, bah, l'animal, il sent rien, il est moins sensible ou il a pas de conscience ou il ressent pas la peur. Ça, c'est dévaloriser, par exemple, un être vivant. Il y a quelques années, on pensait que les bébés ne souffraient pas, donc on les opérait sans anesthésie, pensant que, bah, les bébés n'avaient aucune sensibilité. On a appris par la suite que, bah, les bébés, malgré le fait qu'ils ne puissent pas exprimer leur douleur ou que de toute façon ils pleurent presque à la même intensité quand ils ont un petit bobo que quand ils en ont un énorme, on se disait que finalement, bah, ils sentaient pas trop la douleur C'est et puis vrai, qu'ils oublieraient. et ils ont fait ça jusqu'à que J'ai pas les dates exactes, mais tu peux vérifier. ouh On là! pensait que les bébés ne sentaient pas la douleur. De toute façon, ils oublieraient. Donc ça, c'est une forme de dévalorisation d'un être vivant qui ne peut pas forcément exprimer les choses avec les mots. Il y a une autre technique aussi de réduction de cette dissonance, c'est la rationalisation de santé, nutrition. Dire: «J'ai besoin de protéines, donc il faut que je mange de la viande». Ça rationalise le fait que j'aime les animaux, mais j'ai besoin de manger de la viande. Mais pourquoi alors, parce que les gens, ils ont quand même certaines sensibilités par rapport à des animaux, par exemple les chiens. Les chiens en mangent pas, mais les vaches en mangent. Il y a une dissonance dedans et il y a aussi surtout les habitudes culturelles. Qu'est-ce qui te dit que alors ici en Suisse, on ne mange pas de chien ou de grenouille, en revanche, en Chine ou au Vietnam, on va manger du crapaud. En Thaïlande, on va manger des insectes. Ici, on est d'accord que ça ne fait pas partie de nos normes. Donc on voit à quel point aussi l'alimentation, c'est quelque chose de sociologique. Il y a, des normes et ces normes, elles disent ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable d'être consommé. Ça ne te viendrait pas à l'esprit de manger ton chien, alors que quelqu'un pourrait dire: «J'ai un chien».
mais je mange du steak, on est d'accord. Donc là-dedans, il y a une catégorisation. Il y a les animaux qui sont des compagnons, on va leur mettre l'étiquette compagnon, et puis il y a les animaux qu'on va mettre comestibles. Et dans nos sociétés, on a décidé que chien égale compagnon, vache, poulet, poisson égale comestible. Et pourquoi est-ce que ça ne me viendrait pas à l'idée de manger mon chien? Parce qu'il y a un attachement émotionnel qui se crée. On leur donne un nom, donc il y a une personnification, de l'animal avec lequel on va créer vraiment un lien affectif. Donc avec ce lien affectif, on est dans quelque chose qui va rejoindre ce que, on appelle ça la théorie de l'attachement. Quand tu crées un lien avec quelqu'un, eh bien, tu as une figure qui se crée, une figure de en l'occurrence, un animal, ça peut être une figure de réconfort. Et ce serait impossible sur le plan cognitif de se dire: «J'ai un animal qui s'appelle, Gaston et que j'aime profondément, mais je vais le manger ou je vais manger un de ses compagnons». Ce serait impossible, trop dur, trop compliqué, trop dissonant pour pouvoir, le mettre en place. Donc on fait des catégories. Ceux-là je mange, ceux-là je mange pas. Mmh. Et peut-être pour cette raison-là, un fermier, il donne pas aussi le prénom aux animaux. Exactement, ça Mmh. permet de distancier. Le Mmh. prénom personnifie et donc crée du lien. Est-ce que certaines personnes refusent de changer changer simplement, parce qu'elles ne veulent pas voir certaines réalités ou parce que cela les confronte avec elles-mêmes? Mmh. Encore faut-il vouloir changer. Et changer les habitudes, c'est difficile. C'est difficile parce que comme je disais, le cerveau, il aime pas la certitude. On part de quelque chose qu'on connaît et on va vers quelque chose qu'on connaît pas. Donc il y a cette peur qui est liée aussi, à un confort. C'est confortable d'avoir des habitudes, j'ai pas à y réfléchir, ce sont des choses automatiques. Si je sais que je vais au restaurant et que je prends toujours un steak, eh ben, je prendrai toujours un steak. Qu'est-ce que ça va me coûter en plaisir? Où est le risque? C'est est-ce que je vais perdre du plaisir si je décide de prendre le steak de soja, par exemple? J'ai jamais goûté, je suis pas sûre. Donc cette incertitude, elle vient créer cette ambivalence par rapport à la peur de perdre quelque chose. Je vais y perdre en confort, je vais y perdre en plaisir et ça, c'est compliqué parce que les habitudes, elles peuvent être changées, mais derrière ça, c'est important aussi de considérer le processus de motivation. Si j'ai pas envie de changer, je changerai pas. En revanche, hem, le changement, il est possible quand on passe par certaines étapes. Mais si on a quand même les bons motivations, on a déjà Mmh mh. bon intention, les motivations: «Je veux devenir végane», par exemple. Mmh. Mmh, mais c'est tellement dur. Et alors, pourquoi c'est si difficile quand même? Même si il y a est-ce que c'est pas assez on n'est pas assez motivé? Pourquoi? Dans les théories de la motivation, il y a un modèle qui est très intéressant et qui explique ça, le cheminement du changement. Ça s'appelle le processus de changement, c'est de Prochaska et di Clemente. Mais en gros, ce que ça dit, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Il y a 6 étapes dans ce changement et les premières étapes, c'est la précontemplation. Cette première étape de précontemplation, c'est il y a pas de problème, je vois pas pourquoi je changerais. Ça, ce sont les fumeurs ou les gens qui mangent trop, qui se disent: «Oh, je suis content comme ça, j'ai pas envie de changer». Quand tu es dans cette étape-là, tu ne changeras pas. En revanche, quand tu passes à la deuxième étape qui est la contemplation, eh bien là, tu es en train de t'interroger. Est-ce que ce serait pas mieux si je faisais quelque chose? Si je changeais quelque chose? Cette étape-là, elle te permet de déjà questionner quelque chose. Ça veut pas dire que tu fais un changement, hein, mais c'est déjà un premier début de réflexion. La troisième étape, hem, c'est une étape dans laquelle tu vas dire: «OK, je vais changer, je veux changer». C'est cette étape un peu charnière dans laquelle la personne décide de changer. C'est encore très intellectualisé, il s'est encore rien passé, mais elle décide de changer. Et la quatrième étape, c'est l'étape vraiment de l'action, de la mise en action et là, tu te dis: «OK, ce soir, ou demain ou d'ici 6 mois, je vais devenir végane». Ça, ça va t'amener à la cinquième étape qui est le maintien, ce maintien dans le temps. Parce que c'est là aussi que c'est plus difficile en fonction de à quel point tu aimais le produit que tu consommais. Si c'était, de l'alcool, de la cigarette ou de la viande, est-ce que je peux tenir dans le temps? Ça peut être suivi soit d'une période de rechute, qui fait aussi partie de ce cycle, soit d'un maintien dans le temps. Je suis, devenue végane ou non-fumeur ou peu importe, eh bien je le maintiens. Et ce que dit, Prochaska et Di Clemente, c'est que cette rechute, il faut pas la voir comme un échec. C'est juste une étape dans ce cheminement qui permet
de retourner à un nouveau cycle, de se dire: «OK, est-ce que je reconsidère à nouveau? Est-ce que j'ai envie de retourner dans ce changement? Ou est-ce que je reste sur ce retour en arrière?» Donc c'est comme ça finalement qu'on change. Mais tout ça, ça demande énormément de motivation, de questionnement et puis aussi de connexion à ce qui est important pour soi. Si pour moi, c'est pas important d'être en surpoids ou de manger de la viande ou je sais pas, de pas faire de sport, ben je changerai jamais rien. Mmh. Mais moi, ça, c'est ma observation. Moi, quand je décide de devenir végane, en fait, j'ai décidé tout de suite, j'ai arrêté tout de suite la viande. Par contre, pour l'arrêt, c'était pas si simple. Ça m'a pris plusieurs mois, en fait, d'arrêter de manger des œufs, boire du lait, tout ça. Par contre, mon mari, il a tout changé de Mmh. jour au lendemain. Alors, comment on peut expliquer ça psychologiquement? En réalité, il y a vraiment 2 voies qui sont possibles. Il y a, comme tu disais, ton mari, le déclic, qui est un peu une prise de conscience beaucoup plus brutale. Ça peut être à l'issue de, je sais pas, d'images d'abattoirs, d'un documentaire, d'une discussion avec quelqu'un et là, la personne, elle va réévaluer immédiatement ses valeurs. Mes valeurs ne correspondent plus à mes comportements, mes choix alimentaires et mon image de moi. D'accord? C'est l'image de moi que je renvoie aux autres, mais aussi l'image que j'ai de moi-même. Donc c'est un changement qui est très, très rapide. C'est aujourd'hui, j'arrête de manger de la viande et ça peut se mettre en place tout de suite. Pour ça, il y a besoin d'une grande motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est ce qui vient de moi. C'est pas, quelqu'un qui va me dire: «Il faut arrêter, donc j'arrête». Elle est très forte parce qu'elle vient de soi. Donc il y a vraiment cette cohérence avec mes propres convictions. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais il y a un deuxième chemin qui est possible, comme le tien, c'est vers un changement un peu plus progressif. Ça, c'est quelque chose Heu, qui vient un peu rappeler, bah, ce dont on a parlé, ce processus de changement de Prochaska, qui passe par ces étapes. J'en suis où? Je veux changer, je peux changer, je change. Ah, je maintiens. Je maintiens et dans les 2 cas, de toute façon, il y a un travail psychologique qui est fait, hein. Il y a vraiment cette questionnement autour de mon identité, mes valeurs et mes convictions. Est-ce que ça me correspond aujourd'hui ou pas? Mmh. Et une question de motivation forte. Mais on voit aussi que le cheminement qui est plus durable dans le temps, c'est le progressif. Il y a des gens qui peuvent, changer radicalement, mais ils peuvent changer aussi radicalement pour autre chose. C'est pas à 100, mais on voit dans les études que c'est plus durable les gens qui font un peu plus progressivement que ceux qui deviennent, véganes ou non-fumeurs, d'un seul coup. Mais il y a aussi des contre-exceptions, enfin des Mmh. exceptions, des contre-exemples, je veux dire. Oui, mais ça, c'est quand même assez rare, Mmh. je crois. Ouais, c'est assez Donc, rare. comment changer nos habitudes alimentaires pour de manière, je sais pas, douce et Mmh. durable, pour que ça reste après? Je dirais qu'il faut y aller de manière progressive en s'écoutant. Si j'adore le fromage, les œufs et cetera ou même la viande ou le poisson, j'en sais rien. Peut-être se dire: «Si je mange aujourd'hui, 4 steaks par semaine, est-ce que je pourrais en manger 2?» Sachant que j'ai envie de changer. On parle de ça, hein. Si j'ai envie de changer, qu'est-ce que je peux faire? Le mieux, c'est vraiment d'y aller progressivement. Le mieux, c'est aussi de respecter ses goûts. C'est-à-dire si, pour moi, ce qui est important, c'est la texture, hem je dis n'importe quoi, la texture croquante. Qu'est-ce que j'aime dans le poulet? Est-ce que c'est la peau qui croque? Et est-ce qu'il y a pas des textures croquantes que je peux retrouver ailleurs? Ou est-ce que c'est le goût? Hem, je sais pas moi, le goût de quelque chose de juteux? Est-ce que c'est le goût du sang? Est-ce que c'est le goût de la chair? Cette chair, est-ce que je peux la retrouver dans d'autres aliments? Et après, à partir de là, il faut aussi regarder comment est-ce que je rééquilibre et cetera. Mais ce que je veux dire, c'est respecter ses goûts. Oui, respecter ses propres goûts et essayer de voir comment est-ce que j'apporte quand même du plaisir dans mon alimentation. Parce que le pire, ce serait de se dire: «J'ai des convictions, j'arrête tout et du coup, j'ai plus aucun plaisir et je mange du carton». Là, c'est sûr, on ne tient pas et ça n'a aucun intérêt aussi pour soi parce que c'est pas plaisant. La nourriture, il faut qu'il y ait du plaisir aussi. Mmh. C'est pour ça, je pense que peut-être parce qu'on entend très souvent: «Mais comment vous êtes végane et vous mangez tous ces produits qui remplacent la viande, les steaks, tout ça?» Mais je crois que peut-être quand il y a cette transition, ça justement ce que tu as dit, Mmh. que ça, rappelle tout ce qu'on a mangé avant, ce qu'on aime, ce qu'on a aimé, mais maintenant on a pris
C'est notre choix de C'est ça d'arrêter. et je pense que c'est aussi une question qui revient souvent pour toi, les gens qui disent: «Mais si tu n'aimes pas la viande, pourquoi tu manges des trucs qui ressemblent à de la viande?» Mais c'est peut-être pas forcément la bonne question, ou peut-être qu'elle est posée de manière, un peu maladroite, parce que c'est pas parce qu'on a aimé la viande et qu'on a arrêté parce qu'on l'aimait plus. On aime toujours peut-être le goût, on aimait le goût de la viande, mais on a arrêté pour des convictions plus, autres en tout cas, pour des valeurs autres. Et si pour moi le bien-être, animal est plus important que mon plaisir gustatif de savoir qu'un animal est mort pour moi, bah, pour moi c'est plus important, donc je vais faire ce choix dans cette direction. Et c'est pour ça que je pense les gens qui mangent vegan et qui cherchent à manger des saucisses véganes ou des steaks véganes, c'est pas qu'ils ont quelque chose contre la viande, puisque le goût, c'était quelque chose qu'ils aimaient. Mais ils ont quelque chose contre le système et d'abattre un animal pour mon propre plaisir. C'est ça un peu, je pense, la différence. Mmh. Alors, comment garder la motivation quand on est seul et dans notre entourage, il n'y a personne qui fait les mêmes choix que nous? Mmh. C'est difficile quand on est confronté aussi à un environnement dans lequel il y a une pression sociale entre, les repas de famille où tout le monde va manger de la viande, où tout le monde va manger d'une certaine manière et moi je suis le seul à part. Hem, dans l'engagement du bien-être, c'est important aussi de voir à quel point est-ce que j'ai de l'autonomie. L'autonomie, c'est pouvoir agir selon mes propres valeurs. Quelle marge de manœuvre j'ai dans mon environnement, par rapport à cette autonomie? Et quand on est seul, c'est important d'avoir cette autonomie. Pourquoi je parle de cette autonomie? Parce qu'il y a la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan qui dit que pour pouvoir garder sa motivation, il y a 3 facteurs qui sont très importants. Il y a cette autonomie, il y a la compétence. La compétence, c'est je suis capable, je sens que je suis capable de. Et puis, il y a l'affiliation. L'affiliation aussi à un groupe de soutien. Si j'ai pas le groupe de soutien, déjà ma motivation, elle va être un peu ternie. En revanche, si je sais que je suis capable d'être, dans un repas familial, proposer peut-être des recettes, super fun, que j'ai découvertes et que leur montrer aussi qu'il y a des choses très agréables à manger que ce qu'on a toujours eu l'habitude de manger, eh bien, je peux agir selon mon autonomie et mes compétences. Et ça permet de garder la motivation même quand on n'a pas un soutien social. Mmh. Hem, Toi, tu es pas végane, tu es Ouais. végétarienne. Je peux demander comment ça c'est depuis, ton enfance que tu gardes ça ou tu as peut-être aussi changé? Non, moi j'ai grandi dans une famille avec un papa cuisinier, qui faisait de la cuisine traditionnelle française, donc beaucoup de viande en sauce, bœuf bourguignon avec, beaucoup de vin et de beurre et de toutes les viandes possibles. Moi j'ai grandi là-dessus et c'est plutôt un peu plus tard que décidé j'ai décidé et en même temps, je me suis questionnée sur est-ce qu'il y avait une cohérence entre la manière dont je disais que j'aimais tant les animaux et puis, je continuais à les manger. Ça s'est pas fait en déclic, ça a vraiment été progressif chez moi et à l'époque, je vivais à Londres et donc, il y a une très, très grande communauté végane là-bas, beaucoup de militantisme et cetera et puis j'ai commencé aussi à entendre des choses qui faisaient que j'avais pas conscience de ça autrefois. D'acheter une paire de chaussures de cuir, pour moi, c'était du cuir, c'était pas forcément un animal, je ne me rendais pas forcément compte. Et puis il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai fait le choix d'arrêter de manger de la viande, d'arrêter de manger du poisson, d'arrêter, et ça a pas été, quelque chose de difficile puisque c'est quelque chose qui nourrissait déjà mon esprit depuis un moment, mais en tout cas, ça m'a donné un plus grand sentiment d'intégrité. Il y avait ce décalage en moi, je parlais de ce malaise psychologique, hein. Il y avait ce truc de me dire quand je vois le poisson dans mon assiette avec sa tête, il y a quelque chose qui collait plus pour moi. Donc voilà, j'ai le seul moyen de réduire cette tension intérieure, c'était de me dire: «OK, je passe à un régime végétarien» et ça m'a permis de faire un peu la paix avec moi-même là-dessus. Avec les autres, c'est toujours plus difficile. Il y a toujours du jugement, il y a des critiques, c'est pas facile avec l'entourage parce qu'on comme on disait, hein, on n'est pas sur les mêmes bases de valeurs. Mais ça m'a aussi appris à écouter un petit peu les craintes des autres. Quand j'entends aujourd'hui,
que ce soit dans le privé ou dans le professionnel puisque, en tant que nutritionniste, je suis aussi confrontée à beaucoup de croyances chez mes patients. Hem, Ça m'a permis de mieux comprendre leurs craintes et d'écouter aussi, ce dont ils avaient vraiment besoin, pourquoi ils tiennent à certaines choses, toutes ces croyances et ces convictions. Donc ça m'a aussi permis de d'apprendre à communiquer mon point de vue et aussi de leur apprendre à mieux écouter ce dont ils ont besoin. Quand quelqu'un me dit: «Ah, j'aime la viande, j'aime le steak, mais je supporte pas quand je vois le sang», moi je vais creuser là-dessus. Comment est-ce qu'on peut dire: «J'aime la viande» et se dire: «J'aime pas quand c'est saignant». Pourquoi tu aimes pas quand c'est saignant? Qu'est-ce que voilà. Quand on commence à creuser, on peut déjà ouvrir un petit peu la conscience sur quelque chose et parfois on se rend compte que nos croyances, ce sont en fait des habitudes, ni plus ni moins. Mmh. Donc toi, tu poses plutôt les questions à la place de convaincre. Ah non, mais il faut pas convaincre. Puis c'est ni mon travail, ni le but parce que ce serait contre-productif. Je veux aider la personne à clarifier sa pensée, clarifier ses croyances et les questionner aussi. Moi j'ai pas la vérité absolue, absolument pas. Mais je veux aider la personne à être en cohérence avec ce qu'elle vit et ce qu'elle mange aussi. Comment parler de véganisme de manière ouverte, sans culpabiliser ou moraliser les autres? Bien, si on en revient un petit peu à ce qu'on disait, précédemment, écouter, c'est la base. Écouter ce que la personne a à dire. Si la personne, vient uniquement avec une attaque, on peut essayer de regarder ce qui se passe derrière. Qu'est-ce qui l'anime? Pourquoi elle a cette émotion? C'est quoi l'émotion qu'elle ressent en ce moment? Et qu'est-ce qui fait qu'elle se sent aussi attaquée pour m'attaquer sans que moi j'ai forcément, demandé quoi que ce soit? Donc si on veut parler de véganisme, de manière un peu ouverte, on peut aussi montrer de l'empathie. C'est-à-dire vraiment montrer à l'autre que, bah, je comprends ton point de vue. En reformulant peut-être de manière neutre certaines phrases. «Ah oui, pour toi, c'est important, le repas du dimanche avec la famille et qu'il y a peut-être, de la viande, je comprends ça». C'est vraiment se mettre à la place de l'autre, se dire: «OK, c'est pas mes valeurs, mais je peux comprendre». Ça veut dire que là, on reconnaît un petit peu le vécu et les émotions de la personne et en validant ça, eh bien, on ouvre un espace de discussion. Tant qu'on essaye de ne pas convaincre l'autre qu'on a raison, bien, je pense qu'on peut avoir des discussions, d'adulte à adulte et des choses qui peuvent être apaisées plutôt que des conflits, basés sur des valeurs qui sont incompatibles. Mais même si quelqu'un m'attaque pas, parce que j'essaye par les réseaux sociaux, montrer juste ma manière de vivre, partager ça et je crois que c'est ma mission d'ouvrir un tout petit peu les yeux des autres. Mmh. Alors, comment faire ça que les gens quand même me regardent, mais ça lui donne pas l'envie de me critiquer ou qu'ils se sont pas attaqués par moi aussi? Alors c'est difficile parce que tu peux pas réguler les émotions et les comportements des autres. Ça, tu pourras pas. C'est leur choix d'être en colère, d'être énervé, d'écrire des messages haineux. Ça, tu pourras pas le changer. En revanche, ce que tu peux faire, c'est d'être en cohérence avec toi-même et si tu sais que tu ne veux pas convaincre, tu veux juste montrer, partager ce que toi tu vis, comment tu le vis, ton expérience, tes recettes, peut-être que ça peut inciter d'autres personnes parce qu'elles vont être impressionnées par ce que tu fais, mais tu fais déjà tout très bien. En revanche, les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, comme les réactions des autres, on ne peut pas décider, de qui nous aime pas. On ne peut pas décider de ce qu'on va nous dire ou comment on va nous juger. Ça, on n'a pas de prise là-dessus. Mais tu as une prise sur tout le reste. Ton image, tes recettes, ta joie de vivre. Merci. Merci à toi.